Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. À 4 semaines des élections américaines, rien n'est encore joué. Les sondages restent serrés et la date butoir du 5 novembre approche à grands pas. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump remportera la victoire? Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance pour le camp démocrate ou républicain? On en parle ce soir avec M. Ali El-Harechi. Vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de Mondiapolis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on est à 4 semaines du scrutin, on va dire, du 5 novembre. Pour l'instant, au niveau des sondages, en tout cas, Kamala Harris, Donald Trump sont toujours coude à coude. Donc, des résultats qui sont serrés. À votre avis, qu'est-ce qui peut encore faire balancer ces élections? C'est peut-être ce qu'on appelle les swing states, ou les États où il y a eu un changement entre les républicains et les démocrates lors des élections précédentes. Ce sont 7 États où il y a 93 grands électeurs. Nous savons qu'aux États-Unis, les élections, c'est un suffrage universel, mais il est indirect, c'est-à-dire on ne vote pas directement le chef de l'État, mais on vote pour les grands électeurs. Et dans chaque État, il peut y avoir, quand vous avez remporté le nombre de grands électeurs, on dit que all take, winner take all, c'est-à-dire s'il y a 16 grands électeurs ou 16 sièges, celui qui a remporté 9 remporte les 16. Donc ce n'est pas une division, c'est-à-dire vous allez prendre les 9, l'autre va prendre les 7, mais il remporte les 16. Donc ça reste très important, très important. Et parfois, dans les élections américaines, ce qui est arrivé en 2016 ou en 2000 avec Al Gore ou en 2016 avec Hillary Clinton, on peut avoir plus de votes sur le plan national, c'est-à-dire d'électeurs qui ont voté pour un candidat ou un autre, mais on peut perdre les élections avec ce type de suffrage. Mais justement, des swing states pour l'instant, même au niveau de ces 7 États, on va dire clés, dans lesquels tout peut basculer, les deux candidats semblent également au coude à coude. Est-ce qu'il y a encore moyen que ces États puissent faire la différence? Certainement, parce qu'on parle de 93 sièges et c'est très important que, selon les enjeux de chaque État. Par exemple, si on prend l'État de l'Arizona, l'enjeu le plus important sur lequel il y a une forme de division, c'est l'avortement, donc qui fait partie d'un enjeu national. Si on prend le Michigan, où il y a une communauté arabo-américaine qui vote et qui reprochait parfois à Kamala Harris, c'est-à-dire au président sortant et à sa colistière Kamala Harris, le fait de ne pas avoir intervenu comme il fallait par rapport au Proche-Orient, bien que cet État du Michigan soit acquis aux démocrates. Donc ça peut basculer. Il y a des États où il y a la Géorgie et le Nevada où il y a l'enjeu de l'immigration. Donc, selon la population qui existe dans ces États et selon les frontières, c'est-à-dire avec le Mexique. Donc, chaque État a sa particularité où il peut, c'est-à-dire les résultats peuvent aller d'un candidat vers un autre selon des enjeux, mais toujours nationaux. Il y a eu le grand face-à-face entre les deux candidats. Il y a eu également le face-à-face entre leurs colistiers, mais il semblerait qu'on reste toujours un petit peu au coude à coude avec une légère avance de Kamala Harris, mais rien n'est encore joué, ça on le sait. Comment ça se fait qu'après ces débats, on ne voit pas une différence sur les sondages? On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait peut-être une préférence pour l'un ou l'autre suite aux échanges qu'il y a eu. Aux États-Unis, il y a une forme de doctrine dans la sociologie électorale, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un déterminisme de choix. Et ça fait partie de la socialisation des Américains et le sentiment d'appartenance à un parti ou à un autre. C'est-à-dire un enfant qui grandit dans un parti qui est démocrate, il va rester à 95% démocrate. Et la même chose pour le républicain. Donc par rapport à cette division et à ce sentiment d'appartenance, on a une grande partie des Américains qui vont voter pour les républicains, quels que soient les enjeux. Et la même chose par rapport aux démocrates. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, que ce soit les swing states ou
cet électeur consommateur aussi qui fait parfois balancer, on va dire, l'équilibre vers un candidat ou un autre selon les enjeux qui sont, c'est-à-dire les enjeux électoraux. Maintenant, il y a trois enjeux. Il y a l'immigration, il y a l'économie et il y a aussi des enjeux, on va dire, culturels et sociétaux, comme par exemple l'avortement. On sait que les démocrates qui sont libérales sont plus pour le droit de l'avortement, alors que les républicains sont contre, enfin une partie des républicains, en dehors des jeunes peut-être, et une catégorie des femmes, sont pour le droit, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Par rapport à l'immigration, c'est un enjeu très important, d'autant plus que Mme Kamala Harris, c'est elle qui s'occupait de l'immigration quand elle était vice-présidente, donc avec M. Biden. Il y a aussi l'enjeu économique. Certes, l'économie avec Biden était bonne en général. On est dans un bilan qui, pour le moment, est positif. Oui, un bilan positif, mais l'inflation, elle existe aux États-Unis et ça pèse sur la bourse des Américains. C'est-à-dire, ils disent, bon voilà, il y a eu l'inflation. Alors qu'avec Trump, c'était le chômage qui avait diminué, le taux de chômage qui avait diminué, et toujours American First. Tout cela fait un basculement entre le choix de ceux qui peuvent hésiter en dehors de ceux qui sont vraiment déterminés à voter pour un parti. Aujourd'hui, on va dire que le pouvoir d'achat reste la priorité des Américains. Oui. Le pouvoir d'achat fait partie des enjeux les plus importants au niveau de ces élections. Et c'est pour cela que le débat n'a pas pu partager entre les deux. Il y avait une petite avance par rapport à Mme Kamala Harris, mais la division, elle est là. Il y a une division assez claire aux États-Unis entre les conservateurs et les libéraux, avec des enjeux qui vont peser sur le choix de ceux qui hésitent encore. Vous parliez aussi de l'immigration, qui est un point important. Est-ce que ça pourrait jouer contre Kamala Harris, la politique migratoire qui a été donc menée sous la présidence de Joe Biden, sachant qu'elle faisait partie intégrante des prises de décision, en tout cas dans la stratégie qui a été menée? C'est parmi les points que les républicains essaient de lui reprocher, du fait qu'elle était responsable, c'est-à-dire elle avait le département, si vous voulez, de l'immigration en tant que vice-présidente avec M. Biden, et que ce problème n'a pas été résolu pendant ces 4 ans, et que le nombre des migrants, c'est-à-dire illégaux, a augmenté, et qu'il n'y a pas eu de régularisation. Donc ça peut jouer, c'est-à-dire cet enjeu de l'immigration est l'un des 3 enjeux électoraux nationaux qui peuvent faire basculer surtout ceux qui hésitent, et surtout par rapport aux communautés aussi, parce qu'il y a aussi les hispaniques qui vont voter plus pour les démocrates. Maintenant, le problème n'a pas été réglé. Est-ce qu'ils vont voter avec un taux assez élevé aujourd'hui pour les démocrates? Donc il y a des questions qui se posent, surtout par rapport aux électeurs. Et en ce qui concerne la politique étrangère, quelle place occupe-t-elle aujourd'hui dans l'esprit des Américains et au niveau de ces élections? Oui, tout à l'heure j'ai parlé du Michigan, mais en général, les Américains, la politique étrangère, elle n'entre pas beaucoup dans les enjeux électoraux, puisque la position, que ce soit des démocrates et des républicains par rapport à ce qui se passe, que ce soit en Russie, Ukraine ou que ce soit au niveau du Proche-Orient, n'est pas très différente. Avec l'embrasement régional aujourd'hui auquel on assiste, est-ce que ça peut impacter, on va dire, ces élections? Oui, l'embrasement au niveau du Moyen-Orient, les Américains, ils sont plus pour le soutien je dirais pas de ce qui se passe, mais pour le soutien peut-être d'une solution de paix, mais ils ne sont pas arrivés à l'avoir pendant une année. Une année après ce qui s'est passé à Gaza, il n'y a pas eu de solution de paix. Les appels de Biden, c'est-à-dire à un cessez-le-feu, n'ont pas réellement eu lieu. Donc, mais vis-à-vis de cette guerre, particulièrement au Moyen-Orient aujourd'hui, quelle est la position des 2 candidats? Il n'est pas très différente. Entre les républicains et les démocrates, il n'est pas très différente. C'est-à-dire la position, il y a plus de soutien par rapport à l'État d'Israël pour ses droits, pour se protéger, mais il n'y a pas une grande différence. Et d'ailleurs, l'État de Michigan, où il y a une communauté arabe, il y a presque 100 000 dans les primaires des démocrates, et qui est démocrate, ont voté ce qu'on appelle un vote blanc au niveau des primaires, c'est-à-dire par rapport qu'il n'y a pas une position franche de gouvernement de Biden
pour arrêter, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du Proche-Orient. Et puis il y a ce plan de relance qui a été également proposé par Biden et qui ne semble pas avoir porté ses fruits. Ben oui, malheureusement, tous ces plans de relance, après ce qui s'est passé au niveau du Liban pour la trêve, la demande de trêve qui n'a pas eu lieu, donc on voit que même pour les Américains, il n'y a pas réellement ce n'est pas un enjeu électoral très important qui peut faire basculer, c'est-à-dire l'avis des Américains sur le choix d'un candidat ou d'un autre, mais beaucoup plus ce sont les enjeux nationaux qui vont peser dans la balance électorale. Qui reste donc l'économie, pouvoir d'achat, immigration. Et l'avortement aussi. C'est un point très important. Et même dans un état de swing state où il y a eu, parce qu'il y avait une décision de la Cour fédérale, et puis il y avait un texte législatif qui autorisait l'avortement, ça reste quand même un point très important. Et concernant les soutiens qui sont apportés aux candidats, on a Elon Musk qui soutient officiellement aujourd'hui Donald Trump, qui apparaît également à ses côtés. Est-ce que cela peut impacter une tranche de la société, notamment les jeunes, ce soutien apporté par Elon Musk? Oui, peut-être avec la plateforme qu'il possède et il y a des millions et peut-être 1 milliard ou 2 milliards de personnes qui sont abonnées. Mais pour les Américains, c'est un moyen de communication, ça peut être un leader d'opinion qui peut peut-être influencer peut-être la jeunesse, peut-être une partie de la population qui hésite, qui est hésitante. Il y a aussi d'autres, c'est-à-dire moyens d'influence à travers les acteurs, à travers c'est-à-dire les gens du show américain qui peuvent soutenir soit un candidat, soit un autre. On a vu même un soutien par une chanteuse, je pense, ou une actrice après le débat, et qui a donné, mais ça n'impacte pas vraiment aujourd'hui au niveau des élections. Les Américains, ils sont clairs. Ceux qui votent démocrate, il y a maintenant, on parle de 219 qui vont voter pour les républicains et 226 pour les démocrates, et les 93 électeurs vont être des consommateurs selon les enjeux surtout nationaux. Donc tout dépendra des swing states. En attendant, rien n'est encore joué. On est à 4 semaines du scrutin et d'ici donc le 5 novembre, on découvrira qui de Kamala Harris et Donald Trump est victorieux. Merci à vous, monsieur Ali El-Harichi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences juridiques et sociales de Mondiapolis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.